sociaux qui ont travaillé avec moi pour Jean-François. Il y a Jonathan, qui était au maire des Lauriers à Ottawa. On a essayé de regrouper vraiment par région, justement, pour essayer de mieux soutenir les régions. Parce que souvent, on a regroupé Kingston et Trenton. Certains organismes qui vont toucher les deux, mais il y en a quand même certaines qui vont juste être à Trenton ou juste être à Kingston. Déjà, on a déjà un visuel avec une personne, on a déjà sa carte d'affaires ou l'INA, puis vous référez à la travail social, puis vous référez justement à cette personne-là dans l'organisme, tu peux l'appeler, puis elle va pouvoir répondre à vous. Oui, ça, c'est un autre gros défi en région. On essaie beaucoup de le faire seulement en français. C'est sûr que d'autres organismes en anglais qu'on n'a pas. La deuxième chose que je dirais peut-être aussi, c'est j'aime bien l'idée du tableau, mais est-ce qu'on pourrait avoir comme deux tableaux, un qui est Kingston puis l'autre en dessous? De cette façon-là, on n'appelle pas inutilement là, à certains endroits qui ne desservent pas notre région. C'est pas les demandes, là. Mais s'il n'y aurait pas possibilité d'avoir comme une petite carte d'affaires santé mentale. Donc, quand on rencontre un parent, parce que justement, la semaine passée, je rencontrais un parent, puis j'aurais aimé lui donner une petite carte, là, disant, voici des numéros de téléphone, là, va appeler là. De venir présenter un petit peu sur la littératie en santé mentale, puis vraiment là, de nous expliquer aussi ce qui se fait au niveau Pathways, puis pour décortiquer un petit peu tout ça. Comme ça, quand on a des élèves qui vont à Pathways ou quand on veut référer, bien, on sait un petit peu plus à quoi ça sert. Intervenant désigné francophone pour Pathways, pour les enfants et les jeunes. Donc, ce qui est merveilleux avec ce poste-là, c'est que c'est un poste désigné aux familles, donc exclusivement aux familles francophones. Mon rôle est d'offrir de l'intervention, du suivi auprès des familles, la gestion aussi de cas là, pour faire des références à d'autres services s'il y a des besoins en santé mentale plus particuliers. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je les aurais mérite. C'est une présentation qui a été mise sur pied par le Centre d'excellence en santé mentale pour les enfants et les adolescents de Ottawa, qui est un de nos grands partenaires à Pathways parce qu'on travaille, eux, se consacrent beaucoup au volet recherche, mise sur pied justement des formations et tout ça pour problèmes de santé des enfants et des jeunes après le stade de la petite enfance. Donc, 14 à 20% des enfants et des jeunes sont sujets à de l'anxiété, déficit de l'attention, dépression, toxicomanie ou tout autre trouble. Donc, on parle d'un élève sur 5 en général, si on prend un groupe. Il y a une corrélation très importante entre les problèmes de santé mentale à l'enfance et les problèmes de santé mentale à l'âge adulte. Donc, on sait que les problèmes de santé mentale qui ne sont pas traités ont de fortes chances de se traduire en problèmes de santé mentale plus cristallisés à l'âge adulte. Donc, 70% des adultes ayant eu des problèmes de santé mentale ont signalé que leur problème aurait commencé avant l'âge de 18 ans. Dans 70% des cas, puis 50% des cas avant l'âge de 14 ans et à apprendre. Donc, la santé mentale du jeune ou de l'adolescent, ça équivaut à son développement socio-affectif, sa capacité à évoluer dans un environnement en relation avec des gens. Relations et liens avec les familles, les amis, liens avec sa propre communauté, avoir des raisons pour vivre, un bon fonctionnement à l'école, au travail, à la maison. Donc, c'est pour ça souvent que, exemple, quand les familles cognent à notre porte, ou vous, les écoles ou les partenaires, vous nous appelez pour nous parler d'un enfant, on va souvent demander est-ce que c'est présent juste à l'école, est-ce que c'est aussi présent à la maison? Parce que quand c'est présent seulement dans un endroit, oui, c'est problématique, mais ça veut dire que ça n'a pas nécessairement la même ampleur, ça n'impacte pas tous les domaines de vie. C'est ça qui devient très significatif, c'est quand l'enfant vit des difficultés dans plusieurs sphères de sa vie, ça suggère qu'il y a vraiment quelque chose en dedans de lui-même qui va pas bien, puis c'est pas juste environnemental, contextuel. Avec tous ces problèmes-là, des fois, la classe de maths, c'est sûr qu'elle va prendre le bord un petit peu, l'élève va faire son possible, ça veut dire que nos attentes, des fois, avec ces élèves-là, il faut qu'ils soient un peu modifiés parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. D'autres pensées par rapport à cette image-là? Ben, le jeune, il est bon pour aller à l'école pareil. Des fois, juste ça, c'est un point positif. Même si ses notes sont pas, son résultat, il n'est pas nécessairement dans la moyenne. Au moins, juste le fait d'être à l'école, c'est déjà un plus. C'était l'accomplissement de sa journée. C'était le plus qu'il pouvait donner. Puis
lui, pour lui, c'était une grosse claque d'en face de se faire virer de bord après l'effort qu'il avait fait de se lever, de s'habiller, de déjeuner, puis de se rendre jusque-là, de se faire virer de bord. Puis bien que je suis consciente que, il y a un contexte aussi, puis il y a le reste de la classe, puis il y a aussi l'exemple qu'on veut donner, je pense que quand on est juste à l'affût de ça, puis qu'on est plus, on pose des questions, on dit oui, c'est vrai, ça va bien, il y a des petites difficultés dans certains domaines, puis ça va pas du tout, puis là c'est un trouble, puis c'est vraiment diagnostiqué. Puis ça se promène là-dessus aussi. Le trouble qui est diagnostiqué, une fois traité, peut aussi devenir une bonne santé mentale, puis que ça aille bien. Une fois qu'il est traité, puis qu'on a les bonnes stratégies. Donc c'est pas un stamp à vie qu'on ne peut plus rien faire, puis ça n'aura pas il n'y aura pas de succès. Au contraire. Plus impact aussi de dévoiler ce qui se passe ou d'en dire plus, fait qu'ils sont plus craintifs. Puis le parent voit ça un peu comme un jugement parfois quand tu questionnes un petit peu ce qui se passe à la maison, donc il n'a pas d'option. Mais si ça fait 6 mois puis que ça perdure, ben c'est un indicateur qu'il y a peut-être vraiment quelque chose qui ne va pas bien. Puis ça changé par rapport au comportement d'origine. Ça, c'est super important. Puis aussi, quand vous avez des nouveaux élèves ou des élèves qui arrivent, l'importance d'avoir un peu le background et l'historique qui vient avec, parce qu'il y a des tempéraments, il y a des enfants qui sont naturellement plus difficiles ou qui ont plus de comportements ou de choses comme ça, mais c'est pas un changement nécessairement de leur le baseline, ils sont comme ça, mais c'est pas nécessairement préoccupant, c'est une continuité. Un enfant qui a l'habitude d'être sans histoire, que ça va bien, puis qu'il y a des bonnes notes, puis que là, soudainement, on voit qu'il y a un changement dramatique, c'est là que ça devient inquiétant. Souvent, nous, comme adultes, puis particulièrement vous, parce que vous avez, mettons, je sais pas, 25 élèves, 30 élèves dans votre classe, ce qu'on va être porté à voir en premier, c'est le comportement. Mais le comportement, c'est un symptôme. Ce qu'il y a en dessous, c'est des pensées et des émotions, puis c'est ça qui va faire qu'on va arriver à changer le comportement. Si on n'atteint pas les pensées et les émotions, puis qu'on intervient juste sur le symptôme, c'est comme si vous avez une mauvaise toux, puis je vous donne du sirop, puis finalement vous avez une pneumonie. On ne traite pas le bobo, on n'adresse pas le problème. L'agression, l'évitement, la fuite, les problèmes de fonctionnement, l'hyperactivité, la passivité, l'attention. C'est bien dur quand, exemple, je suis préoccupée, je sais pas, parce que je vis de l'anxiété de séparation, puis que pour moi, c'est la fin du monde d'être séparée de ma mère, puis d'être à l'école, puis j'ai tout le temps peur qu'il y arrive quelque chose, puis que je la revois pas, puis tout ça. C'est un peu difficile de me concentrer sur mon problème de mathématiques. Fait que, parce que ça génère plein d'affaires, puis j'ai pas la tête à ça. Je suis préoccupée par quelque chose qui, dans mon échelle de priorité, est vraiment plus importante, ou de détresse, beaucoup plus importante que mon problème de mathématiques. Être en opposition, elle aime ça être en contrôle, il faut tout le temps que ça marche à sa façon. Puis ils vont me décrire des comportements très spécifiques. Fait que moi, j'essaie je leur dessine l'iceberg, puis là, j'essaie de leur demander, ouais, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il y a en dessous de ça? Pourquoi elle est comme ça? Est-ce qu'elle est juste en contrôle? Ah non, mais c'est parce que, exemple, elle a peur du feu. Fait qu'à chaque fois les comportements, des fois, sont vraiment difficiles à gérer, puis ils viennent vraiment nous chercher. On devient dépassé, on devient frustré parce qu'on essaie plein d'affaires puis ça ne fonctionne pas, puis c'est normal de se sentir comme ça. Mais ce que j'apprends à travers le temps, c'est que quand on comprend le comportement autrement, que c'est juste l'enfant qui veut pas ou qui met pas l'effort, ou que, tous les enfants, là, si on lui donne les outils pour bien faire, ils vont bien faire. Ils veulent tout. C'est universel, ils veulent plaire à l'adulte, ils veulent réussir, ils veulent faire en sorte que ça fonctionne. S'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils pour le faire. Fait que quand on change cette perspective-là, puis au lieu de décrire l'enfant en termes de contrôlant, opposant, dérangeant ou quoi que ce soit, on le décrit en termes de besoin. Il y a besoin de structure, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de la relation, il y a besoin de
connaître ce qui s'en vient, ben, ça change un peu le ton, puis c'est moins négatif. Parce que quand vous parliez tantôt de les parents, puis c'est difficile, puis l'enfant, il n'y a personne qui aime ça se faire dire que ça marche pas. Il n'y a personne qui aime ça se faire dire on a des préoccupations, on n'est pas certaine. C'est difficile à recevoir, c'est difficile à entendre. Et une des raisons, c'est parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup de stigmatisation alentour des problèmes de santé mentale ou des difficultés en général, je pense. Donc, ça, c'est la définition que vous pouvez lire, c'est assez évident. Mais bref, on a un gros travail à faire là-dessus, je pense encore. Puis, oui, trouble positionnel avec provocation, trouble des conduites. Je me souviens pas du chiffre exact, mais je me souviens quand j'avais fait la première présentation, j'avais cherché parmi les... Tu sais, on dit qu'il y a un enfant sur 5 qui est diagnostiqué avec un problème de santé mentale. Puis là, je disais, de ce chiffre-là, combien vous pensez qui est diagnostiqué avec un trouble de comportement? Puis là, je m'étais fait dire 80%, puis tout ça. Puis, dans le fond, je pense que c'était 12 ou 13%. C'était vraiment pas... c'est significatif, là, mais c'était vraiment pas aussi gros que la... Puis la raison, pourquoi nécessairement des comportements différents de l'enfant qui est en trouble des conduites ou en trouble de l'opposition. C'est sous-jacent est différent. Parce que... rares dans mon expérience sont les situations où j'avais un enfant en trouble de comportement pur et dur. C'était juste ça. Tu sais, dans, je dirais, là, 90% des cas, il y avait tout le temps quelque chose en dessous. Mais prendre l'enfant individuellement au lieu de faire une intervention d'aide où on va identifier une façon de communiquer, un petit signe secret dans le fond, donner des consignes claires, être cohérent, puis c'est qu'on ne comprend pas, on n'a pas mis le doigt sur le bobo, puis il faut la prendre, cette responsabilité-là, des fois, avec l'enfant pour y en enlever. Puis de dire, c'est juste qu'on n'a pas compris encore, mais on va encore essayer, puis on va trouver d'autres choses. Je pense que c'est important, puis on oublie de prendre cette responsabilité-là. Souvent, on a tendance à penser que c'est le problème de l'enfant. Des fois, c'est beau ou pas, là, qui se met à gambader. Vous allez avoir l'air niaiseux. fait de nommer les choses en termes d'attente, de comportement, et non en termes de ne pas. Puis, on n'est pas bon à faire ça. On s'en rend pas compte, mais on utilise souvent le ne pas. Puis là, on se demande comment ça se fait qu'inévitablement, l'enfant va le faire. Bien, on suggère l'idée déjà. Fait d'être très précis dans l'attente. Puis l'autre chose aussi, éviter qu'un comportement perturbateur provoque un gain secondaire. Les troubles externalisés, puis déranger, puis brasser sa chaise, puis bougonner, puis faire du bruit. Puis que là, la réponse qu'il y a à ça, c'est qu'il se met dehors de la classe, bien, il y a un gain. Il a passé à côté de la situation qui crée de l'anxiété. Fait que c'est juste de voir. Puis pour qu'un comportement se maintienne, ce qu'on sait, c'est qu'il y a inévitablement un gain. Enfin, gagne quelque chose à maintenir un comportement. Puis on est tous comme ça. On est tous motivés. On ne fait pas quelque chose si on n'obtient pas quelque chose en bout de ligne. On est tous comme ça. Parce qu'on est des modèles. Puis il y a de quoi de très contradictoire de crier après des jeunes, d'arrêter de crier. Ça fait pas de sens. Puis l'affaire, c'est que je dis souvent aux familles, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Là. Ça fonctionne un certain temps. Puis après ça, là, ça te retombe dessus. Je vois ce que tu fais. C'est ça. Une grosse vague, puis c'est vrai, on est super sensible. Puis, mais quand il y a un groupe d'enfants, hey, nous autres, on pointe du doigt, puis on a tendance à faire ça parce que c'est des enfants. On se sent déprécié, discrédité, marginalisé, exclu, rejeté par les autres. Donc, c'est pas nécessairement, si on se sent comme ça, c'est pas nécessairement évident d'aller consulter quelqu'un parce que ça va pas bien. Parce que pas nécessairement envie de vivre ce qu'il y avait. Il y avait un autre, je l'ai pas mis,
chez nous en congé à rien faire. Fait que c'est encore beaucoup dans la culture. Le stress de faire ce téléphone-là pour un autre 2 semaines de congé additionnel ou quoi que ce soit, ça fait pas en sorte qu'on se repose et qu'on prend soin de soi. Fait que c'est la même chose pour les enfants. Si parce qu'il y a des difficultés, il est pointé du doigt ou ses amis lui ou quoi que ce soit, ben ça se peut que ça fasse que, même s'il aimait venir à l'école malgré ses difficultés, ça se peut que là, il ne veut plus venir à l'école parce qu'il n'a pas envie de subir ça. Ça affaiblit l'estime de soi, diminuer la qualité de vie. Des choses qui sont assez évidentes. Mène à l'isolement. Puis je fais souvent le parallèle avec les adultes parce que je pense que c'est important pour bien comprendre ce que les enfants vivent aussi, mais exemple, quand on est en burn-out à la maison, en congé parce que ça va pas bien, combien d'entre nous hésitent à aller faire une activité qui nous ferait du bien, puis qui nous remonterait le moral, parce que d'un coup que je tomberais sur quelqu'un du travail puis qui questionnerait pourquoi je suis en train de faire cette activité-là, qui dans le fond est super bonne parce que ça me fait du bien et ça me remonte le moral. Fait que ça a ça aussi comme effet, fait qu'on se dit, ben vu que ça va pas bien, je suis en maladie, mais je vais rester chez moi, puis ben je fais rien. Finalement, ça l'aide pas. Puis même pas ce qui se passe, c'est beaucoup d'émotions à gérer, beaucoup de pensées, puis souvent, s'ils sont pas capables d'extérioriser, ils vont revenir vers eux. En famille d'accueil, qui ont cette historique forte chance que ce soit des enfants qui sont en difficulté d'attachement. Les enfants en difficulté d'attachement, ça va être vos cocos qui, quand vous allez leur faire un beau high five, que vous allez mettre un système de renforcement en place, ils vont vous bousiller ça. Ils vont vous prouver que vous avez tort. Parce que, dans le fond, ils ne se sentent pas assez bons, il n'y a personne qui leur a inculqué ça, ça commence tout petit, par donner les soins, par répondre aux besoins de base. Ils n'ont pas eu ça. Fait que ça va souvent se traduire comme ça. Ça va être des enfants que vous dites, tu sais, Colin, j'essaie de les féliciter, puis tout ça. Puis dans l'intervention avec les enfants en trouble d'attachement, en tout cas dans mon expérience, ce qu'on disait souvent, c'est être être constant, mais être inodore, sans couleur et sans saveur. Fait que, parce que plus on est neutre, plus on est prévisible. Fait que c'est des enfants qui ne répondront pas bien à des gros wow, comme à des grosses crises ou des gros, tu sais, se faire chicaner, se faire sermonner. C'est des enfants qui ne répondront pas bien à ça. C'est des enfants qui répondent bien à, t'as manifestement pas fait un bon choix, donc tu vas subir ta conséquence. Qui ne demanderont pas d'aide, qui ne réussiront pas, mais qui ne vous demanderont pas d'aide parce qu'ils ne vous font pas confiance, qui vont avoir du mal à connaître leurs limites. Ça montre exceptionnellement exigeant et collant. Ça peut être ça aussi. Ceux qui vous font 52 millions de demandes. Les enfants en trouble de l'attachement, c'est comme des barils pas de fond. Fait qu'ils essaient de trouver une façon de se remplir, mais ils vont vous faire 50 000 demandes. Ça, c'est le genre de jeunes à qui vous allez leur donner 3 coupons de demandes pour leur journée. Là. Puis ça, c'est le nombre de demandes auxquelles tu dois aujourd'hui. Pense comme il faut à celle que tu veux faire. Se montre désintéressé ou décroché. Se montre affectueux de manière arbitraire avec des étrangers. Chez les adolescents, ils vont être super intéressés par votre vie, puis ils vont comme démontrer beaucoup d'intérêt pour ce que vous faites, votre vie personnelle, puis tout ça. Mais l'affaire, c'est que c'est des enfants qui vont vous bousiller la relation 20 minutes plus tard. Fait que, ils vont utiliser les choses que vous avez dites contre vous, pas de la bonne façon. Fait que c'est des enfants avec qui il faut tout le temps être bien clair dans la relation, puis bien constant. Les enfants qui vont faire des réserves de nourriture, ça fait lien avec la négligence, souvent, ou l'abus. Des enfants qui ont manqué tellement de soins de base qu'ils vont accumuler des choses pour. Puis encore, ça répond à leur besoin de se remplir. Ou ça va être des enfants qui vont accumuler des affaires dans leur pupitre que vous dites, je sais pas, ils ramènent le croche par récréation. Ça va être souvent des enfants comme ça.
Donc, pour aider les enfants en problème d'attachement, déterminer les besoins des enfants, des jeunes, y répondre, passer du temps individuel avec eux. Puis encore là, individuel, oui, c'est important, ils ont besoin de ça, mais il faut doser dans comment on en met. C'est comme je dis, sans odeur, sans saveur, sans couleur, le plus neutre possible. Accepter que l'enfant ou le jeune pourrait ne pas se sentir en sécurité ou en confiance pour vous demander de l'aide en fonction de ses besoins. Quand il vous demande de l'aide, donc la fois il vous demande de l'aide, c'est d'écouter, faire preuve d'empathie, valider, accepter la situation. L'automutilation n'égale pas tentative de suicide. Il faut s'enlever ça de la tête, c'est préoccupant, ça peut être troublant. Il y a des enfants qui vont se couper vraiment profondément, puis ça peut être perturbant. Mais c'est clair, l'automutilation et le suicide sont deux choses qui sont totalement différentes. Le suicide, les tentatives de suicide sont faites avec l'intention de mourir. L'automutilation ne se fait pas avec l'intention de mourir, se fait dans l'intention de diminuer la tension. Donc, c'est très différent. L'automutilation a un effet de contagion. Donc, le plus on en parle, le plus de chances on a d'avoir des cas qui vont émerger d'automutilation. C'est la raison pour laquelle, dans les institutions, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en centre de réadaptation, ces choses-là, on va demander à la personne de couvrir ses plaies. On va aussi demander à la personne de faire ses propres soins. Donc, je te donne du savon, des pansements, va laver tes plaies, mets des pansements, puis couvre tes manches. Il ne faut pas punir l'automutilation dans la mesure où c'est une stratégie pour l'enfant de se calmer. Au même titre qu'il y en a d'entre vous qui vont prendre une cigarette. Pour l'enfant, l'automutilation répond à un besoin, se calmer. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est essayer de substituer le comportement par quelque chose qui apporte le même apaisement. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est « Mon Dieu! » s'automutile. C'est la pire chose, ça risque soit d'aggraver ou là, après ça se met à se parler, puis c'est là que l'effet de contagion embarque. La plupart des enfants qui s'automutilent pour de bonnes raisons, là, parce que vraiment, c'est leur stratégie, sont des enfants qui n'auront pas tendance à s'exhiber, à se montrer. Les enfants qui vont avoir tendance à s'exhiber et à se montrer vont être des enfants qui vont le faire parce que quelqu'un d'autre le fait, puis que là, ils ont appris que c'était une façon de gérer leur stress. Est-ce que ça peut être un besoin d'attention? Est-ce que ça peut être pour activer l'empathie ou je sais pas? Bien, comme je vous dis, c'est ça, c'est que l'enfant, généralement, qui va s'automutiler pour de bonnes raisons, c'est pas un enfant on va le découvrir par hasard ou il y a quelqu'un qui a vu la jeune fille. C'est plus présent chez les filles, mais aussi beaucoup chez les garçons. On sous-estime chez les garçons. Il y a quelqu'un qui a vu, mettons, son amie dans le vestiaire, là, qui se changeait avec des coupures, puis là, elle vient vous dire j'ai vu ça. Ça ne sera pas la jeune qui va se promener et qui va vous montrer qu'elle se coupe. Ceux qui font ça, on a tendance à penser que c'est plus par recherche d'attention, en effet. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'on essaye de minimiser. T'sais, on ne veut pas focusser sur l'automutilation tant que sur le fait que, ça serait quoi les autres stratégies que tu pourrais utiliser. Une approche qui est beaucoup utilisée aussi, autant que pour la consommation, c'est la réduction des méfaits avec l'automutilation. Donc, des fois, c'est pour certaines personnes, c'est d'identifier qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent apaisés. Il y en a pour qui c'est la vision du sang. Donc, on va le substituer avec des marqueurs rouges.
pour remplacer le sang. Des élastiques. Se snapper un élastique sur le poignet. Des fois, d'essayer de trouver des alternatives moins dommageables. Puis quand c'est la tension, un peu ce qu'on trouve avec les jeunes filles, c'est quand on leur dit hey, sais-tu que ça va faire des cicatrices, ça? Puis, tu sais, là, ta belle robe de bal, puis tout ça. Tu sais, quand on parle de ça, là, souvent, quand c'est pas parce que c'est un moyen de gérer leur stress, là, souvent, c'est l'important, parce que le physique, c'est important, là, fait qu'il y en a pour qui ça devient la fin. C'est ça. Il y a plein de services. Là, on regarde les partenaires qu'on a avec Limestone et Hôtel Dieu. S'il y a des cas qui ont besoin d'aide, on peut réagir vite, mais l'idée, c'est de partir, de développer la capacité des gens dans l'école pour que vous puissiez, justement, en tant qu'équipe, là, être capable de réagir assez vite. C'est pour ça qu'on investit de l'argent un petit peu plus dans les... Au lieu d'envoyer des gens qui vont être formés à CIS, on a formé 2 formatrices qui vont pouvoir former des profs dans nos écoles. Donc, il va falloir en profiter. Donc, ça c'est un peu la suite de cette journée ici. Donc, hier, je disais à la gang de Trenton, s'il y en a qui sont ici et qui ont aimé et qui veulent poursuivre là-dedans, je pense que ce serait intéressant, important d'en parler à vos directions, puis ensuite de ça, vous pourrez déterminer qui seraient les personnes les plus aptes à suivre ça, mais c'est une possibilité certaine. Parce qu'il y a la direction, l'enseignante ressources, la psychologue, puis c'est comme une espèce de sentiment de... C'est souvent perçu comme pas nécessairement pour être là pour aider, plus que pour juger. Fait que je pense que dans l'approche, c'est important de faire attention sur qu'est-ce qui est le plus approprié. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que toutes ces personnes-là soient assis à l'entour de la table ou non? Cibler un comportement précis, sans porter de jugement sur le pourquoi du comment. Je pense que les hypothèses, on les garde pour nous. À moins que les parents vous demandent pourquoi vous pensez qu'ils réagiraient comme ça. De juste nommer ce qu'on observe, puis les faits, puis ce qui est là. Puis encourager la participation. Reconnaître que sont les experts de leur enfant. Reconnaître que c'est eux qui les connaissent le mieux. Puis que, dans le fond, si vous ne travaillez pas, c'est une équipe, puis tout le monde travaille ensemble. Puis je pense qu'on le sait, ça, mais je ne sais pas si on fait une si bonne job à le traduire de cette façon-là. Je pense qu'on le sait, mais je pense que dans le train-train quotidien, puis je pense que souvent, on est frustré parce qu'on est tellement préoccupé pour cet élève-là, puis on voudrait donc qu'il y ait des services, puis on voudrait donc que... Mais la règle d'or, c'est que ça va au rythme de la personne, puis ça va au rythme de ses familles-là. Par rapport à l'élève, s'adresser à l'élève dans un langage qu'il comprend. On garde ça minimum, puis on dit l'essentiel, puis dans des mots qu'ils comprennent. Puis s'assurer qu'on établit que la confidentialité, c'est pas à tout prix. Je pense que ça, des fois, on oublie d'en parler, puis là, on est pris dans une situation où on n'a pas le choix de faire